départ de ce Grand Prix de Belgique ici sur le circuit de Spa-Francorchamps, le grand théâtre de la Formule 1. En effet, nos amis belges qui ont refaçonné cette piste mythique en 1980 ont su lui conserver son aspect naturel, majestueux sans aucun doute au cœur de la forêt des Ardennes. Évidemment, le raidillon, le très célèbre raidillon de l'eau rouge a été totalement remanié cette année pour des questions de sécurité. Alors, les pilotes ne le franchissent plus comme des funambules en 6e à fond, mais en revanche, ils doivent effectuer un freinage violent, très violent, au pied de ce raidillon ralenti par une chicane. La décélération est de 200 km/h en quelques mètres et la vitesse passe de 280 à 80, ce qui est énorme. Ici, nous avons Michael Schumacher, encouragé, comme vous le voyez, par un très nombreux public allemand, en même temps qu'un très nombreux public hollandais, il faut le dire, et cela pour Jos Verstappen, le coéquipier de Michael Schumacher. Donc, ce freinage violent auprès du pied du raidillon, c'est un point technique très intéressant, même si dans le fond, la sécurité n'y a pas gagné grand-chose. Par ailleurs, il y a les combes, il y a le Pouhon, il y a Stavelot, Blanchiment, autant de lieux très célèbres de la course automobile. Et donc, je le répète, nous sommes ici sur le plus beau circuit du monde, le préféré d'Ayrton Senna et d'Alain Prost. L'enjeu du Grand Prix de Belgique, vous le connaissez, on vous l'a dit dans Automoto et dans Formule 1 à la une. Damon Hill est au pied du mur et pour avoir une petite chance de rejoindre Schumacher, eh bien, il doit gagner. Mais vous savez que Schumacher est un drôle de client. L'autre enjeu, c'est également celui de Ferrari, qui a une chance de bien faire, car ils ont un moteur puissant sur les Ferrari, celle de Berger et celle d'Alesi, alors qu'ici, c'est Damon Hill qui s'apprête à prendre le départ du tour de formation. Donc Ferrari a un moteur extrêmement puissant, tout à fait adéquat pour relancer la mécanique au pied du raidillon. Enfin, il y a la surprise du chef, le héros du jour, et c'est Rubens Barrichello qui part en pole position. Le voici, nous sommes là dans la descente et bientôt là le freinage pour cette chicane à l'entrée du raidillon. Alors, une première pole position, Alain Prost, vous êtes passé par là, vous aussi forcément. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Rubens, il y a de la tension dans son cockpit? Oui, certainement beaucoup de tension. Bon, ça vient un peu tôt pour lui. Il n'était certainement pas préparé cette année à avoir sa première pole position. Ça vient aussi sur un circuit quand même magique, on l'a dit. Donc un peu plus de pression avec un départ qui est quand même aussi périlleux pour les pilotes. Encore un petit peu plus de pression. Vous savez, la source, une centaine de mètres avant le départ, c'est pas toujours évident. Et sur un tracé où les pilotes n'ont pas roulé pour l'instant en configuration sec. Et donc ça fait beaucoup de choses pour un très jeune pilote de 22 ans. Justement, Alain, comment est-ce qu'on peut reconnaître un réglage sec d'un réglage mouillé? Peut-être le carrossage des roues, peut-être un aileron un peu plus braqué. J'espère que votre œil va vous permettre de voir ça. Alors, il est très difficile de le voir, ça se passe beaucoup plus à l'intérieur. La seule chose vraiment visible de l'extérieur, à part les pneus secs ou pluie, ce sont les braquages des ailerons. Et aujourd'hui, avec les ailerons biplans et souvent triplans, c'est-à-dire à 3 étages, c'est encore plus difficile de voir s'il y a une cornière de 15 mm ou 12 mm. Donc à la télévision, c'est très très délicat. Mais c'est sûr qu'ils embarquent beaucoup moins d'appui aérodynamique que pendant les essais sous la pluie. Alors que nous sommes à bord de la voiture qui mène le tour de formation, celle de Rubens Barrichello. Habituez-vous à la voir, on va la voir beaucoup, j'espère en tout cas pour le jeune Rubens. Johnny Rive, un tout petit point sur le warm-up de ce matin. Un warm-up au sujet duquel il est difficile de tirer des conclusions, puisqu'il a eu lieu, il s'est déroulé sur une piste encore humide, elle n'était pas franchement mouillée comme lors des essais officiels, elle était humide, alors que, comme on peut le voir depuis le poste de pilotage de Barrichello, elle est complètement sèche. Et ce matin, donc, dans des conditions mixtes, Schumacher a creusé un écart considérable avec ses adversaires, puisqu'il est allé 3 secondes plus vite que le second temps qui a été effectué par Coulthard. Schumacher a tourné en 2 minutes 18 et 9 dixièmes, alors que Coulthard a tourné en 2 21 et 9 dixièmes. Mais maintenant, étant donné que la piste est complètement sèche, on peut estimer que le rythme des Formule 1 pendant le Grand Prix sera de l'ordre de 2 minutes au tour, soit 20 secondes plus vite que ce que Schumacher a fait ce matin. Alors que Barrichello sèche ses pneus, il y a eu un petit peu de bobo chez McLaren, Johnny. Oui, il y a eu quelques incidents ce matin en raison du fait que la piste était très glissante. Les pilotes, sur la fin des essais, ont voulu monter des pneus slick, les mêmes pneus que l'on voit ici à l'avant gauche de la Jordan, des pneus sans sculpture qui sont faits pour les pistes complètement sèches. Et avec des pneus slick sur la piste qui était alors
encore humide, eh bien, les deux pilotes des McLaren ont perdu le contrôle de leur machine. Brundle a effectué un petit crochet dans un bac à sable. Il est revenu sur la piste sans prendre garde à la présence de Alesi qui survenait, d'où nouvelle colère de Jean Alesi concernant l'anglais. Et Hakkinen, ça a été plus sérieux puisqu'il a tapé les glissières à l'endroit même où cette image est prise. Il a tapé les glissières à droite et à gauche et il a cassé les ailerons de sa McLaren, mais tout est rentré dans l'ordre. Ici Rubens Barrichello, alors qu'il faut tout de suite les chiffres de ce Grand Prix. Une distance maintenant de ce circuit de 7 km et 1 mètre, ce qui nous donnera au bout de 44 tours un Grand Prix de 308 km et 44 mètres. Il y a des anniversaires ici, je vous le rappelle, mesdames. Berger né le 27 août, il a 35 ans. Bernard né le 26 août, il a 30 ans. Et puis c'est le 150e Grand Prix de Minardi, alors que s'achève la mise en place de cette grille et que bien sûr on va voir au départ, après le posé au drapeau vert, à gauche Barrichello, à droite Schumacher, on va voir le feu rouge puis le feu vert et on va voir qui va pouvoir prendre le meilleur à la source sur ce départ. Attention, top, Schumacher à droite, Barrichello, il est passé, Schumacher essaye à la corde, non c'est pas possible, Alesi lui aussi essaie de s'infiltrer, très beau passage pour dépasser Irvine. Alesi troisième avec Verstappen et ils sont 3 et 4 de front. Attention à l'empilage là-bas au bout, au premier freinage, c'est très tangent. Barrichello toujours en tête, mais je pense que Schumacher sait à qui il a affaire et il va rester derrière avant cette réaccélération et c'est au bout de la ligne droite maintenant, alors que tout le monde passe à peu près sans encombre, au bout de cette ligne droite en montée, que Schumacher va probablement porter la première estocade si toutefois son moteur Ford lui permet de le faire. Voilà, Barrichello est à sa place, Schumacher est déjà à l'extérieur, Alesi guette son monde et Schumacher est passé devant tout de suite au premier freinage des combes avant même la nouvelle portion. Voilà, la pole position de Rubens Barrichello n'a pas été très loin, mais il l'a bien défendu. 1 Schumacher, 2 Barrichello, pour l'instant 3 Alesi. Pas une très grosse surprise tout de même, puisque dans la côte qui suit le raidillon de l'eau rouge, on pouvait penser que le moteur Ford prendrait le dessus sur le moteur Hart, qui est un très bon moteur des Jordan, mais qui est quand même un moteur réalisé de façon, je dirais, artisanale par rapport à ce qui est fait chez Ford, chez Peugeot, chez Renault ou chez Ferrari, et qui donc un moteur qui ne peut pas rivaliser avec les grands moteurs de Formule 1. Et on voit qu'il y a beaucoup d'Allemands dans les tribunes parce que les pétards et les fusées partent de toutes parts. C'est la tradition en Allemagne. Schumacher très à l'attaque alors qu'on revoit le départ et Jean Alesi qui s'infiltre, qui déborde Damon Hill et Irvine sur sa gauche, donc à droite sur votre écran, alors que Schumacher cisaille un peu. Mais non, Barrichello a bien tenu sa ligne. Alesi parfaitement passé avec un gros blocage de frein, mais voyez, c'est sans encombre. Verstappen essaye de piquer à droite, ce n'est pas possible. Il y a déjà la Tyrrell Yamaha, je crois que c'est celle de Mark Blundell, alors qu'on revient sur le leadership de Michael Schumacher. Alain, vous avez vu qu'il prend tout de suite une grosse distance et voilà que Alesi part à sa recherche tout de suite. Alain. Il est très motivé, il nous a fait un départ absolument merveilleux. Et là, c'est assez surprenant. C'est la première fois cette année qu'on voit la Ferrari très compétitive en début de course. D'habitude, ils sont très performants en essai. Mais en début de course, ils sont un peu pénalisés car ils embarquent un peu plus d'essence, même s'il y a les ravitaillements cette année. Et là, ça laisse augurer quand même de très bonnes choses pour la suite de la course, je l'espère. Mais derrière, ça devrait aussi revenir un petit peu. Ah ben ça va klaxonner rapidement derrière. Pour l'instant, le classement, c'est 1 Schumacher, 2 Alesi à 2 secondes 4, alors que Schumacher est déjà dans la remontée du raidillon. 3, c'est Barrichello, 4 Hill, 5 Coulthard. Ceci, c'était sur la ligne de chronométrage. 6 Hakkinen, 7 Verstappen, 8 Irvine. 9 Frenzen, 10 Brundle, 11 Berger, 12 Martini, 13 Blundell, 14 Morbidelli, 15 De Cesaris, 16 Panis, 17 Bernard, 18 Alboreto, 19 Comas et 20 Katayama. Voilà, le classement s'affiche, ce qui nous permet de voir derrière, et bien ça c'est Pierluigi Martini avec sa très jolie Minardi. Et il faudrait qu'on revienne rapidement sur Alesi qui, comme vous l'avez dit Alain, est parti avec le sabre d'abordage à la main. Oui, il se rapproche nettement de Michael Schumacher, mais aussi contre toute attente, je crois que Schumacher est décidé à creuser l'écart. En tout cas, là, il n'a pas l'air du tout de ménager sa monture. Comme vous vous souvenez, Alain, en Hongrie, il y a 15 jours, il avait été plutôt prudent. Oui, là, il est très motivé. Vous savez, il est un peu chez lui, encore une fois, avec un public allemand très nombreux. Il est surtout très motivé pour gagner encore une fois avant le tribunal d'appel mardi. On saura à peu près, ou j'espère exactement ce qui se passera pour lui, s'il a un Grand Prix, 2 Grands Prix de suspension. Et donc une victoire à ce moment-là de la saison serait quand même très bénéfique.
Ah bah oui, lui aussi, il sait qu'il doit se débarrasser de Damon Hill, comme Damon Hill, nous l'avons dit, doit absolument s'imposer pour avoir encore une toute petite chance. En tout cas, ce qu'on s'apprête à faire maintenant, c'est mesurer l'écart. Il y avait 2 secondes et 4 dixièmes entre Schumacher et Alesi. Ici, c'est le freinage de la chicane dite de l'arrêt d'autobus, avec justement la nouvelle entrée des stands. Et on va pouvoir voir tout de suite sur la ligne de chronométrage. L'écart s'est un peu agrandi, mais en tout cas, lui ici devant, oui, c'est Barrichello qui résiste toujours à Damon Hill. Bravo, en 3e position, Barrichello, 4e Hill, 5e Coulthard. Attention, ça c'est grave. Ah, vous me faites une grosse peur. C'est... J'ai l'impression que c'est Jean Alesi, ça ne peut être que lui, puisque Berger a été placé si loin que ça, 11e sur la grille de départ, à la sortie de la source. Et oui, regardez, à la sortie de l'épingle de la source, la Ferrari de Jean Alesi s'est immobilisée sur le côté droit. Est-ce que c'est une panne? Voici l'arrêt. Est-ce que c'est une panne? C'est le moteur, ça fume. Ça pourrait être la transmission aussi. Quel dommage, oui ça fume, quel dommage pour Jean Alesi et pour Ferrari surtout, parce que c'était la vraie bonne Ferrari bien placée sur la grille. Je vous rappelle que c'est une bonne nouvelle pour Schumacher. Passé en 11e place, oui, et partait en 11e place et Alesi 5e. C'est une bonne nouvelle pour Schumacher qui maintenant, regardez, fait cavalier seul en tête. Alors qu'il est passé, il avait 4 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Alesi. Barrichello à 7 secondes et demie, il à 8 secondes. Vous voyez que l'écart est maintenant terriblement creusé. Alors Pierre Van Vliet, vous qui êtes dans les stands, bien sûr vous allez aller chez Ferrari, mais tout de suite on peut dire ici c'est le raccordement de blanchiment. Alors c'est Mika Hakkinen qui s'arrête pour le premier ravitaillement. Je vous parlais de 2 arrêts en ce qui concerne le McLaren Peugeot, ça se confirme. Il y en aura peut-être même davantage. En tout cas parmi les favoris, Mika Hakkinen, excellent début de course, très rapide, vous l'avez vu. Sans doute aussi parce qu'il avait peu d'essence à bord. Voilà, il repart. 8 secondes 2, Pierre, 8 secondes et 2 dixièmes pour Mika Hakkinen, avec des pneus totalement neufs, vous pouvez le voir, puisqu'il y a la trace blanche des étiquettes. Et que là, nous sommes avec la caméra capot. Je crois que c'est Jos Verstappen qui suivait Gerhard Berger. Il faut savoir que Marco Blundell, lui, il a une caméra sur son casque. Et si le réalisateur veut bien nous montrer, c'est très impressionnant. Ah, attention, ça, c'est chez Jordan? Non. Chez Minardi, non, chez Tyrrell. C'est Blundell au stand. Il repart, Blundell, alors que nous avons là-bas derrière les 2 McLaren Peugeot. Une qui s'est arrêtée à son stand et l'autre qui ne s'est pas encore arrêtée. Alors, Hakkinen s'est ravitaillé exactement au 11e tour, soit au quart de la distance, ce qui laisse entrevoir encore 2 arrêts pour le Finlandais, puisqu'il s'arrêterait au quart, à la mi-distance et aux 3 quarts de la distance. 3 arrêts pour la McLaren Peugeot de Hakkinen. C'est un audacieux pari qui avait réussi à Schumacher en Hongrie, où Schumacher avait été un des seuls, je crois qu'ils avaient été 2, à s'arrêter 3 fois pendant le Grand Prix pour ravitailler. Alors un petit point sur les Français. Panis, eh bien, il est 12e, Olivier Panis. Et puis son équipier Éric Bernard chez Ligier Renault est 17e. Alliot, lui, Philippe Alliot est 19e. Je vous rappelle que Philippe, il est sur une Larousse à moteur Ford et non pas sur une McLaren Peugeot comme en Hongrie. Là, il remplaçait Mika Hakkinen qui purgeait sa peine, c'est-à-dire un Grand Prix de suspension. Et puis plus loin, nous avons en 23e position Jean-Marc Gounon. Damon Hill au stand. Rentrée de Damon Hill chez Williams Renault. On est fin prêt, vous le constatez. Pour ce premier ravitaillement, il y en aura certainement au moins 2 et peut-être même 3, vous avez raison, Johnny Reeve, puisque nous sommes à peu près au quart de la distance de ce Grand Prix. Vous savez que les équipes cachent un petit peu leur jeu en ce qui concerne leur tactique. Damon Hill repart. 8 secondes et 8 dixièmes. Voilà, c'est en train de se précipiter tout cela avec cette Williams Renault qui a reçu ici un moteur Renault sensiblement modifié. Alors que maintenant, c'est Martin Brundle. On va chronométrer pour lui, caméra embarquée, top pour lui aussi. Alors que là, Berger, même chose, à l'arrière de la Ferrari. Berger. Sans doute les moteurs. Oui, c'est comme ça qu'on ressent, attention. Ça c'est chaud. Mais c'est prévu comme ça. C'est prévu comme ça. C'est ce que Roland Brunserat, le directeur de course, a dit au pilote. Du coup, on n'a pas vu repartir Martin Brundle. Dont l'arrêt a dû être normal en durée. Alors, on met 9 secondes, Johnny Reeve. Environ 10. Environ 9 secondes. Alors, ça,
Mon cher Pierre Van Vliet, il va falloir aller chez Ferrari et avoir des explications sérieuses parce que c'est tout à fait curieux. Là, nous sommes dans le 13e tour de course. Eh bien, la Ferrari de Gerhard Berger ne l'a pas franchi. Manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alain Prost, est-ce que vous croyez que les moteurs sont en cause? Apparemment, c'est un problème mécanique et vraisemblablement moteur, bien qu'on ne sait jamais. Ça peut être aussi boîte de vitesse, mais ça fume, c'est pas très bon signe. C'est la première fois depuis la victoire de Gerhard Berger à Hockenheim. Je veux dire, depuis la victoire, ils n'ont pas fini une course, puisque 2 abandons en Hongrie, 2 abandons ici, pour des raisons mécaniques. Donc la fiabilité est quand même en cause. Et on peut se demander si la piètre performance de Berger en début de course n'est pas due peut-être à un problème qui commençait à venir, par exemple une surchauffe moteur ou des choses comme ça. Bien vu Alain, en tout cas nous avons vu Philippe Alliot sur la rousse à moteur Ford qui avait le plus grand mal à franchir la chicane. Je crois que c'est fini pour Philippe Alliot, alors que la Coulthard a taillé en 9 secondes de dixième. Pierre Van Vliet, vous allez avoir du travail. Il y a Ferrari, il y a également, voilà, ça c'est Berger qui revient. Sans doute fort déçu, Gerhard. C'est dommage pour ces 2 Ferrari qui devaient bien faire. Je vous le rappelle, c'était l'un des enjeux de ce Grand Prix de Belgique parce que je crois que les voitures de la Scuderia ont regagné en adhérence et en tenue de route. Et ici, c'est extrêmement important avec un bon moteur puissant, le plus puissant des moteurs du plateau. On pensait que ça allait rouler en tête tout cela. Et bien, malheureusement, le grain de sable s'est glissé dans la mécanique alors que nous avons Barrichello suivi de Damon Hill. Et maintenant, les 2 hommes, peut-être en se stimulant l'un l'autre, pourraient attaquer encore plus fort que tout à l'heure pour tenter de revenir sur Schumacher, dont on attend toujours le premier ravitaillement. Oui. Jean-Louis, ravitaillement qui pourrait peut-être décider d'un tournant de la course, qui sait. Schumacher, il est loin devant là-bas, mais encore beaucoup plus loin que cela. Là, nous sommes à bord de la Williams Renault de David Coulthard. Et le voici. Tiens, le voici. Alors attention, tout le monde sur les chronos. Il rentre bien à 80 km/h. Il a un voyant pour lui dire sa vitesse. Michael Schumacher, regardez, il respecte la voie des stands très étroite. Attention, top pour lui. Tout se passe bien. Et il part. 7 secondes. C'est le meilleur arrêt. C'est le meilleur arrêt. Et pourtant, vous voyez qu'il n'y a rien eu de précipité. Il arrache une visière. Et il repart tout à neuf. C'est chaud. C'est Gounon. C'est devant Gounon. Gounon qui est pour l'instant en 20e position à la faveur, eh bien sûr, de sa conduite naturellement. Et puis des abandons puisque Berger a abandonné, Philippe Alliot aussi. Johnny Herbert est à 2 tours. Et puis nous avons des nouvelles de Comas, mais il est très très loin dans le classement. Oui Pierre. J'avais prévu seulement un arrêt. C'est pas une bonne écurie, c'est toujours les moteurs. Vous l'entendez, Gerhard Berger, pas content. Les moteurs font peut-être 800 ou 850 chevaux chez Ferrari, mais malheureusement ils ne tiennent pas la distance pour l'instant. Berger très très mécontent et Alesi aussi. C'est confirmé pour Alesi. Problème de moteur également. Et bien voilà la réponse à cela. Alain Prost, vous qui avez été l'un des piliers de la Scuderia, les moteurs quand même, c'est un département à part chez eux. Ils en font un peu à leur tête ou bien ils sont trop précipités dans leurs actions? Non, je crois que, vous savez, ça a été très très dur pour Ferrari de revenir au plus haut niveau. Et il y a un avantage, ils ont un gros avantage qui devient avec le temps un peu un inconvénient, c'est qu'ils axent pratiquement tout sur le moteur. Car pour Ferrari et surtout pour les Italiens, oui, le cœur de la voiture c'est le moteur. Vous savez, souvent quand on a un problème mécanique, et je me rappelle à mon époque, on me disait tu dis n'importe quoi, mais tu touches pas au moteur, parce que c'est la chose la plus importante pour l'image. Et on veut toujours avoir le moteur le plus puissant, donc c'est pratiquement ce qu'ils ont, certainement pas très loin du Renault, mais c'est vrai qu'en fiabilité c'est pas ça. Alors ils ont eu un petit peu la réussite en Allemagne car ils ont gagné ce Grand Prix,
mais avec les incidents du départ, les accidents du départ, ils sont retrouvés tout seuls. Berger s'est retrouvé tout seul juste après l'abandon de Schumacher. Et au niveau fiabilité, il a suffi un petit peu d'assurer, alors que là, dans une course normale, sur des circuits quand même très très durs pour les moteurs comme Spa-Francorchamps, eh bien, au niveau fiabilité, ils ne sont pas encore dans le coup. Mais quand ils ont des problèmes à répétition comme ça, après, il y a les problèmes psychologiques, les problèmes d'ambiance interne, et c'est vrai que ça doit être très très difficile pour eux. Alors que Jos Verstappen rentre à son tour pour ravitailler. Oui, je comprends très bien ce que voulait dire Alain sur les problèmes d'ambiance. Effectivement, grosse déception ici. Tout de même, après avoir franchi le cap d'un circuit comme Hockenheim, où la charge maximale du moteur est de 72%, je crois, sur un tour. Ici, quand même, à Spa, qui est un circuit où il faut vraiment moduler son pilotage, on est, je crois, à un chiffre d'environ 52-55%. C'est quand même presque 20% de moins à fond. C'est tout de même assez incompréhensible que ce moteur qui a fonctionné à Hockenheim avec, je vous le dis, 72% de charge à fond, ne fonctionne pas ici tout de même. Oui. Pierre Van Vliet toujours dans les stands en train de guetter l'éventuelle arrivée de Jean Alesi ou de Jean Todt peut-être. Oui, Pierre. Absolument, j'attends Jean Todt, mais il est au rapport avec Gerhard Berger chez Ferrari. Vous savez que dans 15 jours il y a le Grand Prix d'Italie à Monza et que tout ceci tombe plutôt mal. C'est à cela que nous pensons alors. It hasn't looked quite as good as I feel Coulthard's car has in other parts of the circuit. And the gap now up to 4.2 seconds, so Damon Hill dropped a further half second in the end of the 16th lap, and this is not good for his chances of scoring certainly second place points or any hope at all of challenging for victory from Michael Schumacher. Philip Adams there in the Lotus. That sounds like it's got a cracked exhaust. In 19th position, and there's Rubens Barrichello, the man that is in second position, trying to lap that fighting duo. But behind Barrichello, looming is David Coulthard. And both Barrichello and Coulthard being careful. Barrichello not about to slide under Philippe Adams. Adams, probably his eyes are glued on his user's mirrors. He's moved over to the left. Well done. Equally, David Coulthard now past Jean-Marc Gounod, whom runs very wide, and somebody's off, and it's Philippe Adams. Well, that's the problem of running off the racing line. He stayed over to the left to let Barrichello through. He did a good job there, but of course, as he came down into the Pujo corner, his tyres were dirty. He would turn in, there'd be no steering in effect at all, and it was just what we saw, the trip into the gravel bed, and the end of the day for Philippe Adams. So Philippe Adams, another retirement from this Belgian Grand Prix. A shame for the man making his debut. Worked his way up to 19th position, but didn't get any further than lap 18. There's a difference between Barrichello and Coulthard. I'm not sure whether Coulthard got a bit held up by spinning Philip Adams. Rubens lapping just over 2 minutes on this lap, 2:01.7. Coulthard 2:04, so I suppose Coulthard lifted off there. There you see again what happened, simply getting offline to help the second place man go through without any interruptions. Et là, ce qui était la voiture de Philippe Adams, qui est parti en tête à queue dans le sable pour, je crois, laisser passer une Williams Renault, c'est celle de Coulthard, car Coulthard est là en 3e position et il est très proche de Barrichello. Les deux hommes font le forcing naturellement. Voilà Coulthard qui apparaît dans l'image et ils doivent tailler leur route à travers le peloton des retardataires, Johnny. Et Barrichello qui occupe une excellente position puisqu'il est 2e, il soutient le même rythme que les Williams alors qu'il n'a pas encore ravitaillé, c'est-à-dire qu'il utilise les pneus qu'il avait au départ, des pneus qui sont certainement plus entamés que ceux des Williams. C'est vrai qu'en compensation, il a un petit peu moins d'essence qu'elle puisque justement il n'a pas encore ravitaillé. Mais enfin, la tactique, voilà une Ligier qui ravitaille, c'est Olivier Panis actuellement 12e. Enfin, il était 10e avant son arrêt. Le fait de s'arrêter à son stand lui a déjà fait perdre 2 places au bénéfice de Katayama et Morbidelli. Ravitaillement sans histoire pour Olivier Panis. Oui, avec une Mercedes aussi, enfin une Sauber Mercedes devant, peut-être celle de De Cesaris. Ils sont arrivés en même temps, les deux garçons. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est De Cesaris, puisque Frentzen, on l'a vu tout à l'heure en difficulté.
ce que l'on peut remarquer quand même, c'est que Michael Schumacher, le voici l'image, a fait le meilleur temps au tour et qu'il tourne en 1,57 et 8 dixièmes, alors que la moyenne des autres tours, eh bien, c'est 2 minutes 01, 2 minutes 04 au tour. Alain Prost, quand même, c'est une drôle de cadence, 1,57, c'est 3 secondes de mieux que tout le monde. Oui, c'est absolument phénoménal. On voit d'ailleurs que, comme d'habitude, d'ailleurs depuis le début de la saison, il est tout à fait à l'aise. C'est vrai que c'est un circuit qui lui convient parfaitement et qui convient parfaitement à sa voiture. Voilà Barrichello qui s'arrête. Voilà, oui. Pour la première fois. Oui. De plus, vous savez, quand les pilotes et les écuries n'ont pas la possibilité de faire des réglages comme ce week-end, ils ont fait deux séances d'essai sous la pluie. Celle de ce matin aussi, donc c'est la première fois qu'ils roulent sur le sec et c'est tout à l'avantage des voitures qui sont bien équilibrées, qui ont un bon équilibre aérodynamique et c'est tout à l'avantage de Michael pour l'instant. Alain, je vous interromps parce que Jean Todt est à côté de nous. Jean Todt, c'est évidemment la déception chez Ferrari aujourd'hui. On était plein d'espoir après ce superbe départ de Jean Alesi et puis coup sur coup 2 abandons. On a eu des problèmes moteurs, donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé en termes de problèmes. En tout cas, c'est les raisons des abandons des 2 voitures. Le nouveau moteur qui avait été victorieux dès sa première sortie à Hockenheim. Jean, alors qu'est-ce qu'on peut espérer suite à ces ennuis pour le Grand Prix d'Italie à Monza qui est évidemment très important pour vous? On espérait aujourd'hui, mais vous voyez que malheureusement ça ne s'est pas réalisé. Donc on va essayer de redresser la barre pour le prochain Grand Prix qui est très important pour Ferrari Monza. Merci Jean Todt. Et effectivement, encore du pain sur la planche dans la Scuderia. Schumacher in the comfortable position, and he is now into the pit lane for his second pit stop. And so is Damon Hill. So Michael Schumacher comes into the pits and Damon Hill comes into the pits as well. And this is the best opportunity that Damon Hill will have, in my view, to get into second place ahead of teammate David Coulthard. Great stop from the Benetton Ford team. 7.2 seconds, and Michael Schumacher on the way out, wiping his visor. He's had all the rip-offs that he would have at the start of the race. We don't know the time for Damon Hill as he leaves pit lane. John, great in lap from Damon Hill, 2:05.4. Michael Schumacher, 2:10.3. Michael Schumacher losing 5 seconds on his in lap to Damon Hill. Well, that's an unusual situation because normally it is Schumacher and the Benetton Ford team that are right on the case, and they've been blown away by Damon Hill. David Coulthard won. Alors que David Coulthard vient de prendre la tête de la course parce que Schumacher et Hill ont ravitaillé. Nous y reviendrons. Pierre. Oui, Rubens Barrichello, une déception bien sûr. Rubens, what happens when you went up? Rubens, qu'est-ce qui vous est arrivé? I was trying to keep the speed with the others. J'étais en train de garder ma vitesse. I had a heavy car Mais j'avais une voiture derrière. Non, j'avais une voiture lourde. Et j'avais une voiture lourde. So then I was right on the limit because I was quite slow on the straight. So I was on the limit J'étais à la trying limite. to be as quick as possible. And then when I did the stop, the car was very heavy. I tried to overtake Gounon. J'ai essayé de déplacer Gounon. So I overtook. And when I went to the next break, quand je suis passé, because of the dirt, freinage suivant, I couldn't la hold piste the car. était sale et j'ai pas pu la garder sur la piste. Thank you, Rubens. On espère bien sûr le Il a fait une retrouver faute, quoi. en meilleure posture. Il a fait une petite faute, ça arrive souvent, vous savez, à Spa-Francorchamps, surtout après ces journées sous la pluie. Eh bien, en mettant 2 roues en dehors de la trajectoire, les pneus ramassent de la crasse, de la gomme usée et on perd tout de suite de l'adhérence. Je sais de quoi je parle. Ah, oui, bravo Pierre, on sait que vous êtes sorti dans le Rédillon quand il existait encore. David Coulthard au stand. Leader du Grand Prix de Belgique, Jean-Louis. Il était le leader, il l'est toujours jusqu'à ce moment. Coulthard, les chronos sont en marche. Il aura fait un tour en tête. 8 secondes 3. Oui, ça compte dans les annales officieuses de la course automobile. Auparavant, on va vous montrer ce qui avait permis à Coulthard d'être en tête de ce Grand Prix alors qu'il est reparti, je vous informe, devant Michael Schumacher. C'est peut-être là le rebondissement. Voilà ce qui était arrivé avant. Mais c'était Schumacher et Damon Hill qui étaient entrés dans les stands ensemble. Schumacher était parti au bout de 7 secondes 2. Et puis Hill juste derrière. Voilà Damon Hill qui repart. Et donc Coulthard se trouvait en tête. Et puis il s'est passé la chose suivante. Coulthard est rentré pour ravitailler.
Et il est maintenant en tête de ce Grand Prix de Belgique. Il était en tête. Il était en tête, oui, exactement. Puisque Michael Schou... Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas au bout? Avec de l'huile, c'est un moteur plutôt génial, parce que j'ai pas l'impression que c'est un freinage. En arrivant plein pot avant le freinage de la chicane bus stop, j'ai l'impression que son moteur a flanché. Il est allé tout droit, il s'est arrêté dans l'échappatoire. En Hongrie, c'était plutôt le problème physique qui l'a fait sortir de la route. C'était aussi un circuit beaucoup plus difficile physiquement que celui de Spa-Francorchamps, mais ça reste quand même une incertitude. Par contre, on a vu que Damon s'était rapproché un petit peu pendant le ravitaillement, donc on peut supposer qu'ils sont tous les deux à peu près à une douzaine de secondes. Même pas, Alain, ils sont à 10 secondes. 10 secondes, donc 10 secondes c'est assez bien sûr pour gagner un Grand Prix. Mais on n'est jamais à l'abri d'une petite faute, comme l'a fait d'ailleurs Michael Schumacher tout à l'heure. Il a dû être un peu échaudé et maintenant il va un peu moins vite. On ne sait pas, peut-être qu'il a un petit problème. Et aussi, avec les retardataires qu'il faut doubler, eh bien c'est un circuit où l'on peut perdre beaucoup de temps en un seul tour. Alain, il y a une question tout de même déterminante alors que Jos Verstappen est en train de s'arrêter. Coulthard quand même, il arrive sur un circuit, il a quand même une très bonne voiture pour figurer aussi brillamment ici sur ce circuit de Francorchamps. Oui, la Williams Renault marche. C'est déterminant. Oui, c'est déterminant. Il est certainement aussi en confiance dans cette équipe, car vous savez que c'est une équipe où si vous êtes anglo-saxon, c'est quand même plus facile, je pense, au plan de l'ambiance. Je vois ce que vous voulez dire. Non, c'est vrai, et je l'ai vu d'ailleurs l'année dernière, et il est assez bien accepté, il marche très bien. Mais c'est vrai que c'est quand même une surprise malgré tout que Damon Hill sur un circuit que lui aussi affectionne, où il a gagné l'année dernière, ne soit pas plus performant. Maintenant, on parlait des réglages tout à l'heure, le problème de la pluie, encore une fois, alors qu'on voit l'écart 9-6, ça diminue un petit peu, donc ça va peut-être devenir intéressant. C'est peut-être des réglages différents, un choix de réglage que Damon Hill a fait différent par rapport à son coéquipier, qui fait que sa voiture est moins bien, mais depuis le début, on ne le sent pas tranchant, performant comme d'habitude, alors qu'il joue malgré tout, même à distance, il joue le titre mondial. Justement, Alain, au niveau des réglages, comment auriez-vous procédé après 2 journées d'essai sur le mouillé? Comment auriez-vous procédé vous-même pour déterminer des réglages qui correspondraient en théorie à ce qui attendait les pilotes cet après-midi sur la piste sèche? Alors en théorie, normalement, c'est quand même le pilote qui a le plus d'expérience qui doit s'en sortir le mieux. Parce que son expérience est bien basée sur la connaissance de sa voiture, les circuits de l'année en cours qui ressemblent le plus sur le plan du tracé à celui de Spa-Francorchamps, des discussions normalement interminables avec les ingénieurs pour savoir la bonne température des freins, la bonne pression des pneumatiques, car là aussi c'est très important. Vous avez vu beaucoup de pilotes partir avec des pneus neufs, ils n'ont pas eu le temps de les roder, ces pneus se rodent et en fonction du bon rodage, on définit aussi la pression des pneumatiques qui est très très importante, très influente pour la tenue de route de la voiture. Et voilà, c'est simplement normalement une question d'expérience, c'est un petit peu au jugé, c'est bénéfique pour les voitures qui sont bien entendu les mieux équilibrées comme la Benetton pour l'instant, mais c'est un peu décevant pour la Williams l'on attendait quand même beaucoup plus performante sur ce type de circuit. Oui, Pierre, oui, Jean-Louis, avec Philippe Alliot. Avec Philippe Alliot. Alors Philippe, le Grand Prix de Hongrie n'avait pas été très long. Ici à Spa, qu'est-ce qui s'est passé avec la Larousse? Là, c'est le moteur qui a absolument explosé et je crois que c'est la même panne qu'a eu Eric Comas, c'est-à-dire que l'épidémie des moteurs continue chez Larousse, ce qui est assez inquiétant quand même parce que je crois qu'ils en ont cassé... cassé pas mal. Alors c'est vrai que ce moteur Ford qu'on considère être un moteur très fiable, en fait s'avère être un moteur désastreux au niveau de la fiabilité. Alors Philippe, on vient d'en parler avec Alain Prost, après 2 journées sous la pluie, comment est-ce qu'on s'en tire sur piste sèche pour la course? On improvise un peu? Oh oui, totalement, surtout pour moi, il a fallu dans les premiers tours que je teste un petit peu la voiture sur le sec. J'avais absolument pas conduit cette voiture auparavant et il fallait que j'aurais pu tenir un rythme un peu meilleur et quand j'ai pu doubler, le moteur a explosé. Bon, voilà, la course s'arrête là. On vous reverra en Grand Prix cette saison, Philippe? Pour l'instant, je vis au jour le jour, comme vous avez pu le constater. Oui. Pierre, un abandon, c'est celui de David Brabham qui a mis sa Simtech dans le décor. Exit donc
David Brabham, ce qui fait que nous avons maintenant 15 voitures en course alors qu'il reste 12 tours avant de rejoindre l'arrivée de ce Grand Prix de Belgique. Et je crois qu'on a entreaperçu Johnny, Olivier Panis en difficulté au moment de son ravitaillement. Oui, probablement avait-il calé. Les mécaniciens étaient en train de lui parler, donc ils lui donnaient des conseils. Je n'ai pas pu comprendre quel genre de conseils ils pouvaient lui donner. Mais enfin, le fait qu'il y ait eu un dialogue entre les mécaniciens et lui-même prouve qu'il était attardé au stand. Le classement en tête de ce Grand Prix de Belgique, Schumacher toujours devant, mais il ne s'échappe pas. Il est à 10 secondes devant Coulthard, lui-même talonné par Damon Hill. Les deux Williams-Renault font le spectacle. Et donc ce qui nous ramène à la question que je posais à Alain Prost tout à l'heure. Quand même, la voiture est vraiment déterminante pour que Coulthard soit à ce niveau. Mais vous l'avez expliqué, Alain, on va leur expliquer une nouvelle fois. Ce sont, je crois, les réglages qui peuvent jouer également. Oui, peut-être les réglages, mais je crois que Coulthard a fait des très bonnes saisons en Formule 3000. Et puis, n'oubliez pas quand même que Nigel Mansell va revenir pour les 3 derniers Grands Prix, enfin, en tout cas normalement. Et ça donne un peu vraiment une motivation supplémentaire à David Coulthard qui doit prouver vraiment en l'espace de peu de temps d'être un vrai pilote de Grand Prix à part entière, qu'il a la possibilité non seulement d'aller vite mais d'aller au bout. S'il terminait deuxième, et on ne sait jamais, pourquoi pas premier, ce serait fantastique pour lui, ça lui permettrait peut-être de s'ouvrir les portes d'autres écuries. Ah ben ce serait formidable, après une pole position de Rubens Barrichello, d'avoir une victoire de David Coulthard. Ici, Flavio Briatore et Tom Walkinshaw, son affidé, sont en train de surveiller cela de près. Les deux pilotes de Williams qui roulent comme des jumeaux, qui ne se quittent pas. Coulthard devant Damon Hill, Coulthard le jeune, qui emmène l'ancien, maintenant ça commence à être un ancien, Damon Hill, dans son sillage. Damon Hill que l'on a aperçu tout à l'heure en difficulté lorsqu'il a dû dépasser Martini. Martini avait laissé passer Coulthard avant la source et puis il a failli coincer Damon Hill qu'il a littéralement gobé dans la ligne droite, mais qui après, pour refaire son retard sur Coulthard, s'est mis en travers dans un virage, brutalise un petit peu plus sa voiture pour ne pas se laisser distancé par Coulthard, Damon Hill. Alors Alain Prost, il nous faut reparler absolument de ce moteur Ford V8 Zetec. Il faut quand même de la puissance pour repartir pratiquement de zéro, 80 km/h pour repartir dans ce raidillon, alors qu'avant on passait en 6e un petit peu soulagé, voire à fond pendant les qualifications. Ce moteur, ce n'est quand même pas le même moteur que le V10 Renault ou le V12 Ferrari, et pourtant il est toujours là. Oui, on parle moteur, il faut parler ensemble, c'est-à-dire châssis moteur. On l'a dit depuis le début de la saison, c'est évident que l'ensemble a une meilleure homogénéité, de plus bien conduit par Michael Schumacher. En ce qui concerne la partie dont vous parlez, c'est vrai que le V8 Ford a aussi un couple qui est quand même très intéressant. Ce n'est pas une puissance maximum aussi importante que le moteur Renault ou même que le moteur Ferrari, mais son couple lui permet bien entendu d'avoir une certaine facilité, notamment au niveau de conduite. Et après, bien, le pilote, le châssis fait le reste sur des enchaînements. On voit que la voiture est quand même beaucoup plus performante qu'une Williams aujourd'hui. Pierre Van Vliet, vous êtes proche de l'équipe Ligier. Que s'est-il passé pour Olivier Panis qui quand même dans son ravitaillement tout à l'heure a perdu une place? Oui, je vous rassure, il a calé effectivement au moment de repartir après son ravitaillement, mais tout est rentré dans l'ordre, il a pu repartir, pas d'inquiétude chez Ligier où il n'y aura qu'un seul arrêt ravitaillement, donc plus de risque en ce qui le concerne. Alors que les drapeaux s'agitent toujours, oui, et c'est Coulthard et Hill qui déborde une Ligier Renault, mais Coulthard garde toujours la deuxième place et il est, je vous le dis, à 8 secondes et 9 dixièmes de Michael Schumacher. Ça se rapproche ici. Patrick Head qui est en train de parler assez vertement à l'un de ses mécaniciens. Je crois que c'est au chef mécanicien de la voiture de Coulthard. Attention, tout cela va peut-être changer bientôt, car je vous le dis, c'est peut-être le rebondissement de ce Grand Prix de Belgique. C'est quand même un atout considérable. Ah oui, c'est un atout, c'est pour ça que tout le monde se dispute ce moteur. Ça fait depuis maintenant au moins 3-4 ans que c'est
de loin le meilleur moteur de la Formule 1. On verra d'ailleurs justement l'année prochaine, ce sera très intéressant techniquement pour les ingénieurs de Renault Sport de voir qu'avec ce qu'ils vont faire avec un moteur qui descendra de 3,5 litres à 3 litres de cylindrée. Avec des réglementations quand même assez strictes. On verra quel type de puissance on pourra avoir. Certains parlaient de 600 chevaux, notamment à la fédération. Peut-être que ce sera beaucoup plus important que ça. Mais c'est toujours un challenge très très intéressant pour les techniciens. À mon avis, ils resteront encore le meilleur moteur car ils ont une connaissance maintenant, une expérience qui est très très importante à ce niveau-là. L'heure de la charge a sonné également pour Damon Hill. Alain Prost, vous avez vécu naturellement, vous avez été champion du monde avec Williams Renault. Est-ce qu'il y a des consignes possibles entre ces deux hommes maintenant? C'est la question que je me posais. Les consignes pour l'instant, apparemment, il y en a pas, parce que s'il y en avait, ça serait déjà passé, parce que Damon n'est pas pour l'instant dans une position vraiment d'attaque par rapport à Coulthard, et on a vu que David Coulthard a toujours été devant une seconde. Et par contre, s'il y avait un problème pour Michael Schumacher, c'est-à-dire si il revenait derrière lui, ou si par exemple il avait un ennui technique et qu'il abandonnait, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura une consigne pour laisser gagner Damon Hill, qui bien entendu est le mieux placé au championnat? Ce que je pense et ce que je trouve personnellement tout à fait normal, car quand on investit autant de moyens, aussi bien techniques, financiers et humains, eh bien on n'a pas le droit éventuellement de perdre le championnat pour un point ou deux, même si c'est très difficile pour un pilote aussi jeune et talentueux que David Coulthard. Eh bien, je crois que la raison ferait qu'on ferait gagner Damon Hill. En tout cas, puisque vous évoquez le classement des constructeurs de Formule 1, avec ici Frank Williams, sachez que Benetton Ford est en tête avec 81 points, devant Ferrari 52 et Williams Renault 49. 3 points de Ferrari, c'est faisable, très faisable aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de Ferrari en course. Et de Williams Renault au freinage avant le raidillon. Ça, c'est pour dépasser, c'est pas mal ce point de freinage. Johnny en bas, il est très violent. C'est pas sécurisant. Il est en légère courbe, mais oui. Les dépassements, ils sont difficiles quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas sécurisant à cause de ce rail un petit peu en tangente. C'est pas tout à fait un rail de face, mais on a vu qu'au cours d'une course de tourisme ici, il y avait une voiture qui avait effectué un double looping par l'avant. Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, David Coulthard va s'arrêter au stand. Il y a pas mal de discussions depuis un petit moment entre Patrick Head et Ian Harrison, le team manager de Williams. Et là, on prépare la flèche alors que nous sommes à 7 tours de l'arrivée pour le pilote écossais. Alors que sur le panneau de Damon Hill, eh bien, on demande oil pump off. Alain Prost l'aura certainement traduit. Il a certainement souvent eu l'occasion de voir ce panneau. Mais pour Coulthard, en tout cas, il semblerait qu'on lui passe la flèche et on se prépare chez Williams à un ravitaillement. On joue vite au jeu top position, 36-15 code TF1. Et on revient sur les deux Williams Renault, toujours roue dans roue, avec Patrick Head, vous l'avez dit, qui secouait la tête. Alors Alain, une petite confidence, pompe, oil, off, etc. etc. Est-ce que c'est un code ou est-ce que vraiment il faut couper la pompe à huile? Non, simplement actionner, alors que l'on voit l'image que l'on en a pu voir tout à l'heure. Non, non, il a vraiment laissé passer. Hein. David Coulthard a laissé passer Damon Hill. Et il s'arrête. Voilà, il s'arrête au stand. Non, c'est simplement pour des raisons de fiabilité. Et le pilote doit actionner la pompe et c'est tout. C'est tout à fait normal. Ça n'a rien à voir. C'est uniquement pour des problèmes de fiabilité. Bon, alors la raison de l'arrêt de David Coulthard, c'est aussi une inquiétude en ce qui concerne l'aileron arrière, le mât d'aileron. Il semblerait qu'il y ait des vibrations. Et c'est pour cela que Patrick Head a pris la décision, sage certainement, de faire rentrer le pilote écossais. Donc il n'était pas question de stratégie de ravitaillement, mais un problème avec l'aileron arrière. Je comprends pourquoi c'est comme ça, effectivement, il a raison, mais il a fait signe que ça pouvait repartir. Ah bon, ça c'est étonnant. Alors. Et il a pourtant beaucoup bougé, je trouve. Alain, vous l'avez vu bouger cet aileron, vous aussi? Oui, il a bougé. J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure quand Patrick Head est venu voir Ian Harrison, c'est pour lui dire qu'à l'image, apparemment, il voyait l'aileron de David Coulthard qui bougeait. Personnellement, à l'image, je ne l'ai pas vu bouger plus que celui de Damon Hill. Mais vous savez, il y a une certaine
fébrilité en ce qui concerne la fiabilité maintenant des organes des voitures chez Williams, parce qu'avec ce qui s'est passé en début d'année, ils n'ont pas le droit de jouer avec la sécurité des pilotes. Et c'est vraiment dommage pour David Coulthard. Peut-être qu'il va d'ailleurs récupérer, en tout cas au moins la 3e place, je l'espère pour lui. Là, il est 4e derrière Hakkinen. Voilà. Oui, mais bon, je crois que c'est quand même assez rare de voir souvent des directeurs techniques arrêter leur voiture pour vérification. Très souvent, c'est plutôt le contraire qui se passe. Même si on voit quelque chose, on dit bon, ça ira bien jusqu'au bout. Et c'est souvent mettre la sécurité des pilotes en cause. C'est tout à l'honneur de Patrick Head. Alors que là, le moteur Renault est développé depuis 1989. Dans la côte, normalement, si Coulthard sort bien du raidillon de l'eau rouge, dans la côte, il devrait inquiéter une première fois Hakkinen. Peut-être que la première attaque ne sera pas positive, mais c'est là-haut, au freinage des combes, que normalement, il devrait pouvoir dépasser Hakkinen, à moins que les vibrations de son aileron ne provoquent des problèmes de tenue de route sur la Williams et qu'il soit en difficulté dans le raidillon de l'eau rouge et dans d'autres virages, et que Hakkinen prenne ses distances. On les suit tous les deux, Johnny. On les suit tous les deux. Alors que à bord de la caméra, à bord de la voiture de Coulthard, il a du mal. Oui, Alain. Oui, non, apparemment, il a un problème de boîte de vitesse. Il ne peut pas changer de vitesse. Vous voyez, il reste sur un rapport. Et on l'a vu devant les stands, on l'a entendu surtout devant les stands. Et il va se laisser doubler certainement. Il est bloqué sur un rapport qui paraît être soit la 3e ou la 4e. Oui, puisque Mika Hakkinen a foncé dans le raidillon, il a disparu. Et puis Coulthard s'est également fait déborder, peut-être par une Tyrrell Motoyama. Est-ce que la position de l'aileron et l'attache de l'aileron sur la boîte de vitesse a une raison quelconque à voir avec ce problème de transmission à la sélection? Non, je pense pas. Non, c'est très délicat de savoir pourquoi une boîte reste bloquée. Ça peut être un problème mécanique, mais ça peut être aussi un problème électronique. C'est très, très difficile de savoir. En tout cas, on ne sait jamais. Ça peut arriver de se remarcher normalement de nouveau, mais si ce n'est pas le cas... Ça vous est arrivé, vous, ici, l'an dernier, vous aviez eu des problèmes de sélection de boîte? Oui, mais c'était un problème mécanique, c'était la sélection au volant. C'était la petite patte qui permet de sélectionner les vitesses. Et le contact ne se faisait pas bien, et de temps en temps ça passait, de temps en temps ça passait pas. C'est ce qui m'a fait perdre la course. Mais là, apparemment, il est bloqué, en tout cas, dans une vitesse. Alors là, ça, c'est une perspective formidable. Une caméra sur le nez de la Jordan d'Irvine. Regardez. C'est absolument ahurissant, la vitesse à laquelle le paysage et le macadam de Spa-Francorchamps défilent. Irvine, qui, vous le voyez, est en 7e position, alors que je crois qu'il faut revenir sur le classement des têtes. Johnny, Schumacher et Hill, toujours 10 secondes d'écart. Toujours 10 secondes d'écart, mais Damon Hill met la pression. Et puis, bien sûr, tout le reste après les combes, les grandes descentes du Pouhon, et puis Stavelot et Blanchimont, naturellement, et la remontée. Bien sûr, toujours 6e, 5e, 6e. Et ça, c'est très, très, très pénalisant. Et Schumacher entre dans son dernier tour de course. Alain Prost, Schumacher va emporter sa 8e victoire. Une réaction tout de suite? Et normalement, oui, la 8e victoire, tout à fait méritée. Je serais tenté de dire que s'il n'y avait pas eu ce tête à queue de la mi-course, à peu près vers la mi-course, ce serait une course sans histoire. Et il prouve encore aujourd'hui que sur ce type de circuit, il est normalement imbattable cette année. Donc je crois que, comme l'a dit Johnny tout à l'heure, pour le championnat, c'est quand même maintenant très très bien parti. Encore que tant qu'il y a une possibilité mathématiquement, il faut y croire. Une petite déception de la part des Williams, parce qu'on les attendait quand même un peu mieux sur ce circuit. Et puis une belle 3e place normalement d'Hakkinen avec la McLaren Peugeot. C'est bien parti, Alain, vous avez raison, mais il y a un mais. Il y a dans 2 jours maintenant le tribunal d'appel de la FIA, puisque l'équipe Benetton-Ford a interjeté appel à propos du jugement qui le condamne à 2 grands prix de suspension. C'est donc dans 2 jours. Et puis dans 10 jours, il y aura un nouveau Conseil mondial, et cette fois à propos de l'affaire du filtre à essence. Alors c'est vrai que si dans quelques secondes maintenant, Michael Schumacher franchit la ligne d'arrivée de ce Grand Prix de Belgique en tête, il aura fait un pas décisif.
Il a peut-être fait un pas décisif, dirons-nous. Il faut attendre maintenant un peu plus longtemps pour savoir les peines que ce garçon peut encourir. Et c'est là toute la difficulté actuellement. Flavio Briatore, lui, reste toujours très tendu. Pendant que Michael Schumacher cavale vers le bout du tunnel, eh bien, je vous rappelle qu'il livre ici son 49e Grand Prix et qu'il va, à moins maintenant d'un cas exceptionnel, emporter la 10e victoire de sa carrière et donc la 8e victoire cette saison. Ces mécaniciens sont prêts à le saluer comme il se doit. Voilà. Dernière accélération. La voici. Et le drapeau à damier agité par Roland Brunserat. Michael Schumacher, Benetton Ford, vainqueur de ce Grand Prix de Belgique. Alors que là, c'est en gros plan Tom Walkinshaw, Johan Villadelprat, le team manager, et puis Flavio Briatore, très heureux, voilà, qui tape sur son banc de chronométrage. C'est son geste traditionnel. Le deuxième est Damon Hill, il arrive à 13 secondes. Le troisième est Mika Hakkinen. Le quatrième, Jos Verstappen. Les mécaniciens de Benetton Ford se congratulent. Le cinquième est donc pour l'instant, et sauf surprise, David Coulthard. On attend toujours qu'il ait franchi lui aussi la ligne d'arrivée. Le quatrième donc, Jos Verstappen. C'est l'équipier de Michael Schumacher. Et c'est Mark Blundell avec sa Tyrrell Yamaha. Alors que là, tout le reste du peloton eh bien, rentre dans le parc fermé. 5e Coulthard, 6e Blundell, 7e Morbidelli, 8e Panis. Alors que là, Ron Dennis, eh bien, lui aussi surveille la ligne d'arrivée, ou plutôt va quitter son poste de commandement. 9e Martini. 10e Alboreto, 11e Bernard, 12e Gounon, 13e Herbert, 14e et dernier Eddie Irvine avec la Jordan Hart. Rappelons que Rubens Barrichello était parti en pole position. C'était la première pole position de sa carrière. On se retrouve tout de suite pour le podium et l'analyse de la course avec Alain Prost après cela. And adds further confusion to what's going on in relation to what engines are McLaren. They say they are sticking with the Peugeot engine, but paddock gossip connects Mercedes-Benz and Ford with the Marlboro McLaren team. In the meantime, good results for the Peugeot men. So Schumacher and Verstappen, that is 13 points towards the Constructors' Championship. So the Dutchman being a good backup here for Schumacher. Hill and Hakkinen, second and third. There we see the top 6 on our screen. And there the rest of the finishers, well, nearly, because Johnny Herbert did finish. Eddie Irvine's classified as 14th, but actually didn't cross the finish line. So that were 44 laps round Spa. Michael Schumacher leads the World Championship quite handsomely after this Grand Prix. He's got 86 points. Damon Hill, 51. Well, there are the thousands of, I suspect, Michael Schumacher fans, but there's an odd Union Jack amongst all those German flags to give Damon Hill support. And now we look forward in 2 weeks' time to the Italian Grand Prix, which is taking place at Monza. Whether we'll have Michael Schumacher driving there or not, we will not know. That will come later this week after his appeal is to be heard in Paris. And then, in fact, on the Wednesday before the Italian Grand Prix, Benetton themselves will be back to the Place de la Concorde to be questioned about the removal of that filter from the refueling system. So we don't know what's going to happen at Monza. Is Michael Schumacher going to be there? Is Benetton going to be there? We will not know, but we let you know here on Eurosport as soon as we do.
Belgique. Un très beau podium avec donc Schumacher, le voici sur la plus haute marche, à sa gauche Damon Hill, meilleur tour en course et deuxième placé, et puis à sa droite sur votre écran, Mika Häkkinen, le pilote de la McLaren Peugeot, très bien placé, alors que c'est aujourd'hui, je crois, le 4e podium, Johnny, de McLaren Peugeot. C'est donc un pas en avant assez important. Pierre Van Vliet, vous avez, vous, dans les stands, un invité, je crois. Oui, il s'agit précisément de Jean-Pierre Jabouille, le directeur de Peugeot Sport. Alors, un début d'été difficile, Jean-Pierre, et puis vous êtes revenu avec Brundle qui a frôlé le podium à Budapest, et ici vous êtes récompensé de vos efforts avec Häkkinen 3e. Ça veut dire que Peugeot progresse, quoi. Eh bien oui, Peugeot progresse parce qu'on a eu pas mal de problèmes ces dernières courses, mais on restait confiant et on a continué à travailler, et puis en fin de compte, eh bien, le travail paye toujours, mais on est encore assez loin des premiers, donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue énormément à travailler. Alors Ron Dennis nous disait hier qu'il ne désespérait pas de voir une McLaren Peugeot peut-être s'imposer cette année encore, mais dans des circonstances un peu particulières. Est-ce que ça vous semble plausible? Oh, ben, je crois que s'il y a une course un petit peu difficile avec de la pluie et un ensemble de choses comme ça, effectivement, tout peut être possible, et surtout en Formule 1. Sinon, tout baigne entre McLaren et Peugeot, Jean-Pierre? Oui, il y a plein de rumeurs, mais franchement, ça se passe très bien. Ok, merci beaucoup. Je vous propose maintenant de revivre les principaux événements de ce Grand Prix de Belgique avec Laurent Corric. Premier départ en pole position pour Rubens Barrichello et premier virage en tête pour ce jeune Brésilien de 22 ans, juste devant Michael Schumacher et Jean Alesi avec sa Ferrari qui prend un excellent départ et se hisse de la 3e ligne à la 3e place. Mais la supériorité de Barrichello sera malheureusement pour lui de courte durée. Dès la première ligne droite, Schumacher attaque et passe le Brésilien pour prendre la tête de ce Grand Prix de Belgique. Un demi-tour plus tard, Alesi déchaîné sonne la charge et vient piquer Barrichello au freinage. Alesi, après des essais mouvementés, a bien l'intention d'aller chercher Schumacher sur un circuit qu'il apprécie tout particulièrement. Mais ses illusions s'envolent dès le 3e tour où Alesi abandonne à cause d'un problème mécanique. Après 6 tours seulement, Schumacher possède déjà une avance de plus de 10 secondes sur le second, à savoir Damon Hill, qui lui devance Coulthard, Häkkinen et Barrichello, qui a déjà rétrogradé à la 5e place. Barrichello, justement, le voici, en bagarre avec Frentzen. Frentzen qui en fait un peu trop et part en tête à queue juste avant la chicane. 13e tour, rien ne va plus pour Ferrari, avec ici l'abandon de la 2e voiture, celle de Gerhard Berger, là encore à cause d'un problème moteur. Juste avant la mi-course, grosse chaleur pour le leader, Michael Schumacher, dont la voiture part en tête à queue après avoir mordu sur un vibreur. Miracle pour l'Allemand, sa Benetton se remet dans le droit chemin et Schumacher repart toujours en tête. Juste avant la mi-course, sortie de route impressionnante pour celui qui avait réalisé le meilleur temps des essais. Rubens Barrichello abandonne alors qu'il était 5e. Au 26e tour, le classement est donc le suivant. En tête, Schumacher devant les deux Williams Renault de Hill et Coulthard. La McLaren de Häkkinen est 4e, 5e Verstappen et 6e Blundell. 30e tour, Coulthard prend la tête de ce Grand Prix de Belgique. Normal, puisque Schumacher est passé par les stands pour ravitailler, tout comme Damon Hill. 2 tours plus tard, Coulthard s'arrêtera à son tour et Schumacher reprend la tête. 31e tour, sortie de route et abandon pour Andrea de Cesaris. Et puis à 4 tours de l'arrivée, tête à queue pour Blundell, sans doute accroché par Coulthard, dont l'aileron arrière bouge anormalement.
10e victoire de la saison sur 11 courses disputées. Il prend ainsi une très sérieuse option sur le titre de champion du monde. Un peu plus de 10 secondes derrière l'Allemand, il monte lui sur la seconde marche du podium. 3e Häkkinen avec la McLaren Peugeot. 4e Verstappen. 5e Coulthard qui termine la course avec une boîte de vitesse bloquée. Et 6e Blundell avec la Tyrrell Yamaha. Pierre Van Vliet, c'est à vous. Avec Bernard Dudot cette fois pour Renault Sport. Bernard, Schumacher l'emporte encore et pourtant cette fois-ci on y a cru quand même chez Williams à un certain moment. Oui, vraiment je suis déçu, mais véritablement Michael était le plus fort une fois de plus ici sur un circuit qui a priori nous était favorable. C'est pas très encourageant pour ce qui vient tout de suite derrière. Alors qu'est-il arrivé Démoni, comment a-t-il géré sa course et puis surtout Coulthard, on a vu d'abord que Coulthard était tout à fait dans le coup et puis il a été un peu malchanceux sur la fin. David a eu deux problèmes, apparemment un problème de fixation sur l'aileron arrière qui a été vérifié quand même pour savoir si nous pouvions le laisser continuer la course dans ces conditions-là. Et puis le deuxième, il a perdu la commande de boîte de vitesse et il a fini toute la course en 4e, donc sans pouvoir utiliser le moteur. C'est d'ailleurs miraculeux que le moteur ait tenu dans ces conditions-là. Alors Schumacher ne sera pas à Monza et Estoril, peut-être, en tout cas c'est ce qu'on imagine après ce qui s'est passé, ce qui va se passer plutôt la semaine prochaine au Conseil mondial de la FIA. Est-ce que ça relance éventuellement vos chances pour la fin de saison ? Oui, bien sûr, mais enfin, je trouve franchement que Michael a fait une démonstration superbe cette année. Et imaginez qu'il ne soit pas champion du monde, bon, c'est un concurrent, c'est un pilote d'un concurrent. Mais je dirais franchement, il mérite d'être champion du monde et je trouve que échouer si près du but et sur le tapis vert, ça serait pas, c'est pas bon pour le sport, ça serait pas bon pour la Formule 1. Alors vraiment, je ne souhaite pas. Bravo pour ce fair play, Bernard Dudot, c'est tout à votre honneur. Avec nous enfin, Peter Gelitzer qui représente Ford Motorsport. Après Peugeot et Renault, voici Ford. Alors Ford, la poignée de main symbolique entre Bernard Dudot et Peter Gelitzer. Alors Ford is winning again here. Spa is a circuit very important for engine. Normally your V8 is not supposed to be the most powerful, but still you are winning. Spa, normalement c'est pas fait pour vous, mais évidemment, oui, on n'était pas supposé gagner ici. Mais eu égard à ce qui s'est passé dans le passé, mais nous avons fait de gros progrès et je souhaite... Et nous ne voulons pas toujours avoir cette même excuse de manque de puissance tout le temps. You are very close to win the World Championship for a long time. It didn't happen at Ford. It must be something important for you. Oui, c'était important pour vous. Oui, bien sûr. Et nous sommes certainement très confidents, bien sûr, pour l'avenir. Pierre, on va vite à Paris. Pierre Van Vliet avec un dernier mot d'Alain Prost. Alain ? Je voudrais simplement ajouter que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bernard, parce que Schumacher, Benetton et Ford méritent cette année le titre de champion du monde. Il va falloir travailler beaucoup maintenant d'ici la prochaine course pour les concurrents, pour gagner un Grand Prix à la régulière, surtout au niveau du châssis. Johnny Reeve, juste un point rapide, classement constructeur. C'est important, il a changé les 3 premiers. Au constructeur, Benetton effectue une très belle opération puisque en dehors de la victoire de Schumacher, Verstappen entre dans les points à son tour et Benetton marque 13 points aujourd'hui. Son avance sur Williams, désormais deuxième, est de 37 points. 94 points pour Benetton Ford, 57 points pour Williams Renault. Rendez-vous lundi dans F1 Magazine et dimanche prochain dans Automoto. Et puis nous avons rendez-vous dans 15 jours à Monza.